place au parti pris. Arlette François, vous restez autour de la table. Adnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Et c'est vous qui commencez, Arlette, votre parti pris politique. Ce qui vous a interpellé aujourd'hui, c'est cette demande de wagons réservés aux femmes dans les transports publics. Et vous dites, vous ne dites pas que vous y êtes opposé, mais vous dites... Je suis pas pour. Quel échec! Quel échec d'en arriver là. Oui, c'est un échec. Faut-il séparer effectivement les hommes et les femmes, faire des wagons dans des wagons séparés, oui, dans les transports notamment. Bien sûr, dans le métro et le RER. À l'origine de la pétition, il y a l'émotion créée, cette tentative de viol dans le RERC, cette jeune femme brésilienne sauvée par le courage de Marguerite. Il faut toujours citer effectivement le nom de cette femme qui s'est opposée et a permis cette jeune brésilienne d'y échapper. Alors oui, les femmes sont inquiètes. Bah oui, c'est vrai, quand on prend des transports, parfois on n'est pas très très à l'aise, évidemment. Donc la pétition a été signée par 12 500 personnes, je ne sais pas combien de femmes, combien d'hommes, et elle demande cette expérimentation dans le RER d'Île-de-France. C'est adressé à la fois à la SNCF et à Île-de-France Mobilité. Protégeons les femmes. Elle s'appuie sur des expériences, on l'a vu par exemple dans d'autres pays, en disant mais après tout, ça existe au Japon, ça existe à Dubaï, ça existe en Inde, ça existe au Mexique. Pourquoi pas chez nous? D'ailleurs, il y a quelques semaines, vous savez, on avait parlé d'une demande comparable. Ça, c'est ce qui se passe au Japon pour le premier téléphérique urbain qui sera inauguré au mois de décembre. C'est des cabines de 10 places. Et déjà, on avait dit, mais on peut pas mettre des hommes et des femmes dans ces téléphériques, dans ces cabines de téléphériques. Alors, quelle est la réponse? Parce que c'est encore plus restreint. C'est restreint. Que l'espace. Enfin, bon, voilà, ça dure pas longtemps non plus, ça dure quelques minutes. Bon. Alors, quelle est la réponse des autorités? Et notamment, Île-de-France Mobilité, c'est la région Île-de-France et c'est Valérie Pécresse et la région. Alors, première réponse, c'est plutôt non à cette demande. Pourquoi? D'abord parce que il faut regarder les trains de demain. C'est ce qu'on appelle, j'ai appris ça, des trains BOA. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de wagons. Vous savez, c'est difficile de séparer des hommes et des femmes, dans la mesure où on le voit dans le métro. Ça fait qu'un immense espace, et d'ailleurs c'est fait pour que justement des femmes ne soient pas enfermées dans des wagons. Donc techniquement, ça va être compliqué de dire voilà, tel espace qui n'est pas fermé est réservé aux femmes. Ça c'est technique. Deuxièmement, parce que du côté de la région Île-de-France, on dit ce qu'il faut, c'est de la sécurité. Voilà, la sécurité. Alors il y a beaucoup de caméras de surveillance, 80 000 caméras de surveillance. Il y a un centre opérationnel. Seulement, regardez, 80 000 partout, c'est terriblement compliqué. Et des caméras à l'intérieur même des wagons. Caméras, absolument. Alors, Valérie Pécresse dit, il y a un système qui avait été utilisé, il faut utiliser les algorithmes, et il faut l'intelligence artificielle. Ça avait été utilisé pendant cette période miraculeuse, sans contrainte, qui s'appelait les Jeux Olympiques. Ça avait formidablement fonctionné. Après, on a dit, non, c'est pas possible. Après les JO, on arrête. Mais Valérie Pécresse est très contente. Il y a un nouveau ministre de l'Intérieur qui était avant préfet de police et qui a expérimenté et qui trouve que c'est très efficace pour repérer des individus dangereux, pour repérer des petits groupes de gens qui pourraient aussi passer à l'action. Alors, une fois que je vous ai donné la demande formulée par un certain nombre de femmes qui ont signé cette pétition, la réaction des autorités, et moi j'ai réfléchi toute la journée, et je me suis dit, alors, je suis pour ou je suis contre? Alors, a priori, on se dit, on doit être bien dans un truc entre filles. Vous savez, il y a déjà des taxis dans certaines villes qui sont réservés aux femmes. Il y a des hôtels aussi où il y a des chambres réservées aux femmes. C'est bien, quoi, on est entre filles, on peut être tranquille. Puis après, j'ai pensé vraiment que c'est une vraie défaite, quoi. Quel retour en arrière. Alors, on va refaire des écoles pour filles, des écoles pour les garçons, des lycées non mixtes, des collèges non mixtes. Des piscines. Le sport, les piscines, fini. Alors, fini, plus possible de mettre les garçons et les filles ensemble. Fin de la mixité. Quelle défaite. Alors, celle qui a signé la pétition justifie en disant qu'elle est sceptique. On n'arrivera pas à rééduquer les hommes agressifs. Alors, ce soir, je vais être optimiste. Je pense que tous les hommes ne sont pas agressifs. Non. Tous les hommes ne sont pas des violeurs potentiels. Il y a des hommes qui peuvent peut-être se maîtriser. Donc, moi, je suis pas tout à fait favorable et même pas favorable. Et d'ailleurs, petit message, c'est message pour les mères de famille. C'est aux mamans de dire à leurs fils,
Les femmes, voilà, comment on les respecte. Et s'il y a une femme que tu trouves formidable, ravissante, eh bien, il y a des limites. Mais après tant d'années de MeToo, je trouve que cette demande est une défaite terrible. Et vous, Abnous ? Vraiment, je suis au bord du désespoir. Et j'ai tellement de choses à dire. D'abord, c'est que le corps de la femme comme étant un objet, j'allais dire tabou, à cacher, à ne pas mettre sous tous les yeux, parce que forcément, le corps de la femme provoque l'agression, c'est ça que ça sous-entend, oui, et que les hommes sont incapables de se retenir, ce qui est faux. Je veux dire, on s'est battu pour avoir la mixité qui date, si je ne me trompe pas, en France, dans les écoles de 1974-75, pas avant. Ouais. Ça a été une véritable révolution, et c'est justement parce que les corps féminins et masculins se côtoient au quotidien en sport, dans différentes tenues, qui s'apprivoisent et qui arrêtent d'être un enjeu de chasse. Et je pouvais pas m'empêcher, pendant que j'écoutais Arlette, de penser, c'est avant d'être condamné pour Madame Bovary, Flaubert avait été condamné dans un de ses romans, je me souviens plus lesquels, où il décrivait une valse. Ben, figurez-vous que pendant longtemps, la valse, la danse, était interdite en France, parce que quand vous souleviez votre partenaire, on voyait apparaître les chevilles. Et on trouvait que cette cheville pouvait mettre les hommes dans un état pas possible. On vient de là. C'est un progrès de n'en être plus là. C'est quelque chose qui dit non seulement le progrès, mais dit le fait de sortir le corps de la femme du monde de la honte, du tabou, et de n'être qu'un animal pourchassé par l'appétit sexuel des hommes. Et ça fait longtemps qu'on est sorti de ça. Y retourner, c'est plus qu'une capitulation, c'est accepter que le corps de la femme est voué à la honte. Et ça, c'est inimaginable. Et vous, François ? Je pense qu'il y a deux choses assez différentes. C'est-à-dire, il y a le retour en arrière sur la mixité qui est détestable. Vous dites 70, en fait, ça déclenche mai 68. Qui déclenche mai 68, c'est les étudiants normaux qui veulent aller dans un dortoir commun. On part complètement de l'autre côté. Ouais. Je le regrette exactement comme vous deux. Maintenant, il y a aussi une violence spécifique, aujourd'hui, de jeunes qui n'ont pas tous la même culture, justement. Et ça, c'est un sujet qui est d'une nature différente et qui est, me semble-t-il, plus du domaine de l'autorité publique. Oui, c'est de la répression. Et en ce sens-là, vous avez raison de dire qu'on renonce. Ouais. Mais je pense que c'est pas la même chose. Alors, je tiens à dire, parce qu'on l'oublie, et ça me vient de revenir, mais moi, je l'ai oublié, c'est les bandes de filles. Vous vous souvenez, cette adolescente qui avait été tabassée à la sortie de l'école, il n'y avait que des filles. Donc vous avez aussi, et souvent on dit que, mais c'est comme pour les femmes djihadistes, ça a échappé au radar parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes violentes. Mais aujourd'hui, cette violence existe aussi chez des jeunes adolescentes. Donc un wagon rempli de femmes, vous lancez un groupe, une bande de filles violentes là-dedans, ça fait le même dégât. Ça tabasse aussi. Donc c'est moins, oui, mais c'est une réalité. Et là, dans le dernier rapport sur la violence des jeunes, vous avez ça qui est en augmentation, la violence des jeunes filles. François, votre parti pris économique, eh bien, vous émettez un avis aux patrons qui veulent faire de la politique parce qu'il y a eu un rapport sur le bilan d'Elon Musk en politique. Oui, souvenez-vous de ces déclarations d'Elon Musk incroyables. Bon, on sait qu'il était proche de Trump, il a financé cette campagne qui a été victorieuse pour le président américain, et peu après, il s'est installé au gouvernement, et puis il a multiplié les déclarations de soutien à l'extrême droite allemande, et notamment au moment d'élections cruciales. Et il y a eu cette affaire du salut quasi-nazi, ou en tout cas très connoté extrême droite. Et il y a eu des déclarations des uns et des autres sur la liberté d'expression en Europe, mais auxquelles Trump a participé. Elles ont eu des conséquences désastreuses pour les ventes de Tesla. Désastreuses. On le voyait au fil des statistiques qui se sont succédées, mais 4 chercheurs de l'université de Yale, aux États-Unis, l'ont mesuré, et ils ont publié un papier dans la prestigieuse revue du National Bureau of Economic Research. Ça a fait vraiment autorité. Ils ont identifié 3 conséquences. 1, entre octobre 22 et avril 25, Tesla a perdu entre 1 million et 1 225 000 véhicules de vente. Ça représente plus des 2/3 des véhicules qui ont été vraiment vendus. Autrement dit, Tesla a divisé ses ventes quasiment par 2. Et on peut dater le début du décrochage justement avec le fait que Musk ait commencé ses foucades. Deuxième conséquence, le corollaire, Musk a fait monter les ventes de ses concurrents de 17 à 22%. Troisième effet... Incroyable l'ampleur de pertes. Considérable. Troisième effet, la Californie qui avait un plan pour 0 émission à horizon 2035 a pris du retard à cause de cela, c'est-à-dire le plan général de marche de la Californie vers le 0 émission a pris un plomb à cause de ça. Parce que c'est les voitures terrestres
thermiques, du coup, qui ont repris du poil de la bête. Bien sûr. Et ou les hybrides qui émettent davantage de carbone. Pourquoi ? L'erreur fondamentale de Musk, c'est d'avoir pris à revers sa clientèle. La clientèle de l'électrique, c'est le bobo américain, surtout l'early user, celui qui achetait les voitures électriques il y a quelques années, qui vote plutôt démocrate et qui, lorsqu'il voit Musk à la fois multiplier les protestations d'amitié pour l'extrême droite ou bien licencier des fonctionnaires par département entier du jour au lendemain sur simple email, se dit « Oh là, ça c'est pas mon univers, je n'achèterai pas un tel symbole ». Alors... Finalement, quand on tire le fil vers l'avenir, on se dit, il a probablement tué sa marque de voiture. C'est mort. C'est fini, Tesla. La voiture, c'est fini. Il n'y a pas d'avenir pour la voiture Tesla. Elle ne pourra pas s'en remettre. Non, elle ne s'en remettra pas. Elle ne s'en remettra pas parce que tant qu'il est là, et il n'y a pas de raison qu'il disparaisse. Donc, il a tué cette marque. Pour autant, est-ce la fin de Tesla ? Pas du tout. Et lui-même a déjà anticipé ça, au fond, probablement comme correction de l'erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tesla, c'est une entreprise qui vend des solutions de stockage d'énergie, de batterie, qui vend des robots-taxis demain, dont les clients ne sont pas les individus. C'est les flottes d'entreprises ou bien les flottes municipales, etc. C'est l'intelligence artificielle, dont les clients ne seront pas les individus, au moins pas pour les années qui viennent. Et d'ailleurs, la bourse ne s'y est pas trompée. Tesla n'a jamais valu autant. Aujourd'hui, ça vaut 1500 milliards de dollars. L'action est repartie à la hausse. L'action est repartie de façon formidable depuis le point bas de mars dernier. Parce que les investisseurs ont bien anticipé que finalement, Tesla n'était plus une entreprise de voitures. C'est le paradoxe, au fond, c'est que cet homme aura tué sa marque de voiture, et pour autant, il faut pas oublier qu'il a été indispensable dans l'émergence de la voiture électrique, parce qu'il l'a rendue à la fois jolie, très pratique, ultra efficace. Il a fait un travail formidable, et évidemment, il a fait le travail de l'homme qu'il est, c'est-à-dire d'un des entrepreneurs les plus importants du XXIe siècle, à coup sûr. Abnouz, votre parti pris international, vous nous parlez de ces révélations sur l'infiltration iranienne en France. Oui, c'est un rapport intitulé « L'infiltration en France de la République islamique d'Iran ». Espion, agent d'influence, voyou, la mécanique du chaos. C'est un document explosif, et je pèse mes mots, de 85 pages qui vient d'être remis au ministre de l'Intérieur, président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, par Gilles Platré, maire LR de Salon-sur-Saône et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est une mission d'enquête indépendante. Et je le précise parce que, justement, Gilles Platré réclame dorénavant une enquête parlementaire officielle, mais aussi la fermeture de l'ambassade d'Iran à Paris et une vigilance accrue sur les réseaux d'influence universitaires et politiques. La fermeture de l'ambassade. Ouais, carrément. Et effectivement, j'ai lu le rapport en entier hier, et pas mieux. Je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Le rapport a été coordonné par quelqu'un qu'on connaît bien ici, Emmanuel Razavi, grand reporter, auteur de La Pieuvre de Téhéran, qui était venu présenté ici, avec son co-auteur Jean-Marie Montali, qui sont occupés vraiment de coordonner l'ensemble. 12 experts ont été auditionnés, dont Frédéric Ancel, que nous connaissons bien ici, et Nora Bussini, qui est une journaliste d'infiltration de terrain. Qu'apprend-on donc ? Que l'ambassade d'Iran à Paris est une plaque tournante du renseignement iranien. Qu'Ali Reza Khalili, numéro 2 de l'ambassade à Téhéran, qui cumule les fonctions de directeur de cabinet de l'ambassadeur, de président du centre franco-iranien et d'enseignant, serait en fait le chef présumé d'un réseau d'influence en capacité, je cite, d'entrer en contact avec des intellectuels, journalistes et étudiants pour les recruter comme agents d'influence. Et ça qui est intéressant, c'est que ça, c'est très précisément démontré. L'ambassade de la République islamique d'Iran, c'est de là, c'est l'espèce de vraiment le centre névralgique que partent par exemple les éléments de langage qu'on a entendu, mais comme si vraiment tout le monde susurrait. Quelqu'un avait susurré la phrase à tout le monde. Genre juste après le 7 octobre, mais 2 jours après, on entendait que le Hamas c'était des résistants, et en France particulièrement, parce que chaque pays a son ambassade, faisait le lien avec les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, que les nazis traitaient de terroristes. Et ce parallèle, par exemple, expressément pour la France. Ou quand la République islamique d'Iran... Ça, c'est une trouvaille, entre guillemets, de l'ambassade d'Iran. Ça vient de l'ambassade d'Iran. Des mails ont été envoyés, mais c'est vraiment un ratissage très large de ceux qui sont leurs agents d'influence. Pareil, quand l'intervention militaire israélienne contre la monarchie, c'était « si la République islamique tombe, ce sera le chaos ». Oui, mais enfin, c'est la République islamique qui crée le chaos dans le Moyen-Orient. Et on entendait ça un peu partout, on disait « mais qu'est-ce qui se passe ?» On apprend aussi que la force Al-Quds, vous savez, la force Al-Quds, elle a été fondée dès la révolution islamique de 79, c'est les gardiens de la révolution qui opèrent à l'étranger, en dehors du sol iranien.
il comporte entre 10 et 15 000 hommes qui font partie de l'unité d'élite des gardiens de la Révolution. Et leur mission, c'est le terrorisme, le cyberespionnage, le blanchiment d'argent et l'infiltration. D'après Razavi, je cite, la constitution iranienne comprend l'exportation de la Révolution islamique, mais aussi du djihad à travers le monde, c'est-à-dire du djihad mondial. Ces gens-là, aujourd'hui, considèrent que la Révolution islamique doit être exportée, bien sûr, au Proche-Orient, mais ils ciblent tous les territoires non musulmans. Et il reprend le terme utilisé par Khomeini quand il a fondé en 89, juste avant sa mort, Al-Quds. Cela veut dire des pays comme nous, les démocraties de l'Occident. Et c'est là, on découvre que les services secrets britanniques, qui sont cités dans le rapport, ont réussi à déjouer 20 complots potentiellement meurtriers soutenus par la monarchie entre 2024 et 2025. Que ces complots visaient des Iraniens exilés ou des Français qui soutenaient la cause, enlèvement, harcèlement, assassinat, particulièrement en France. Et la force d'Al-Quds, c'est d'utiliser des proxys. Alors, soit des narcotrafiquants, soit la grande criminalité qui vient d'Europe de l'Est, donc comme ça, ils se planquent. En fait, pour chaque pays, ils ont leur réseau comme ça de proxys pour activer les enlèvements, les harcèlements, etc. On apprend encore que la France insoumise est le nouveau levier politique de la monarchie. C'est écrit comme ça, via des agents du Front populaire de la libération de la Palestine, le FPLP. Je rappelle pour les distraits que le FPLP est une organisation marxiste-léniniste palestinienne, classée comme organisation terroriste par l'UE, les États-Unis et Israël, qu'ils ont participé aux côtés du Hamas au pogrom du 7 octobre 2023, et que c'est Khomeini qui a décidé de financer le FPLP parce qu'il considère que l'ELP de Yasser Arafat était trop pro-occidental, donc trop proche de la paix, ce qui arrange pas du tout l'Ebola. D'imaginer une paix, ils se nourrissent que de chaos. Et on découvre que l'Iran a aidé financièrement, politiquement, militairement le FPLP dès les années 80. On découvre qu'Ersila Soudé, députée LFI, a invité Mariam Aboudaka, militante du FPLP, à l'Assemblée nationale le 9 novembre 2023, et que c'est au dernier moment Yael Braun-Pivet qui a interdit sa venue, que Salah Hamouri, activiste franco-palestinien soupçonné d'être lié au FPLP, est condamné en 2008 à 7 ans de prison en Israël pour projet d'attentat, multiplie les conférences avec les députés et les filles Mathilde Panot, Ersila Soudé, toujours Sébastien Deleglu et le député Rima Hassan, et il ne s'en cache pas. Et après avoir lu ça, comme tous les experts, les 12 experts qui ont participé à ce rapport, nous ne pouvons et nous ne devons attendre qu'une chose, que l'État français prenne enfin au sérieux la pieuvre de Téhéran.